Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième webinaire consacré à la ville résiliente face à la pénurie de ses ressources. Je vous remercie pour votre intérêt porté à cet événement et de prendre le temps d'assister à ce troisième webinaire sur la problématique de la gestion de la ressource de l'eau dans la ville et dans les projets urbains. Je me présente, je m'appelle Marcus Zepp, je suis professeur d'urbanisme et co-directeur de l'École d'urbanisme de Paris. Par ailleurs, je co-dirige le programme de recherche e-City sur les enjeux de l'environnement et de la santé en ville à l'Université Paris-Est-Créteil. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième et dernier webinaire d'une série de 3 que nous avons conçu avec ma collègue Ingrid Nappi, directrice de recherche à l'Institut Louis Bachelier sur le sujet de la ville post-carbone et résiliente face au changement climatique. Avant de démarrer ce webinaire, je voudrais remercier nos partenaires institutionnels avec qui nous avons monté cette initiative, à savoir l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, qui regroupe 325 capitales et métropoles francophones dans 54 pays, et Urbanisme en francophonie, une plateforme, espace collaboratif et centre de ressources dédié à l'urbanisme et aux villes, et sur laquelle vous retrouverez également la vidéo de ce webinaire. Je remercie également toutes nos équipes de l'École d'urbanisme de Paris et de l'Institut Louis Bachelier qui nous accompagnent dans cet événement. Je suis ravi de vous accueillir à ce dernier d'une série de 3 webinaires qui sont focalisés sur un sujet préoccupant et d'actualité pour les élus et pour tous les acteurs de la ville, à savoir celui de la gestion de la pénurie des ressources, alors que nos villes doivent faire face à la fois aux enjeux et aux conséquences du changement climatique. La question se pose donc: comment mener des politiques de décarbonation et initier plus globalement la transition écologique urbaine? Lors du premier webinaire, nous avions abordé la question de la sobriété foncière en ville, puis dans le deuxième webinaire, le sujet des nouveaux matériaux pour construire autrement la ville dans un contexte de décarbonation des logements et des espaces bâtis. Et ce troisième et dernier webinaire est donc consacré à la gestion de l'eau dans un contexte métropolitain. La question est: l'eau étant une ressource de plus en plus rare, comment la valoriser? La problématique d'une meilleure valorisation de l'eau peut être abordée sous différentes angles. D'abord, l'eau comme ressource, c'est-à-dire la récupération, la préservation, par exemple arrêter les fuites, le stockage ou encore le remplacement par d'autres moyens. Ensuite, l'eau comme déchet, le traitement, c'est-à-dire épuration et désalinisation, la valorisation, le reuse, réutiliser l'eau dans le bâtiment ou les systèmes de transformation. Et finalement, l'eau comme risque, les inondations par rapport à l'infiltration et la récupération, la sécheresse, comment construire des réserves, la pollution et les différentes sources de pollution. Avec nos 6 intervenants, nous analyserons les leçons à tirer pour les élus et les opérationnels qui nous écoutent. Ainsi, nous donnons la parole à des universitaires et à des urbanistes, aménageurs, architectes, pour explorer les leviers du changement et de la transition écologique urbaine pour 3 villes de la francophonie et parler ainsi aux élus. Alors, je vous présente le programme d'aujourd'hui. J'ai donc le plaisir d'accueillir les intervenants suivants. Pour le premier cas, celui de Lyon, Rolof Verhaag,
maître de conférence et directeur de l'Institut d'urbanisme de Lyon. Puis Estelle Goutaudier, paysagiste concepteur et chef de projet à l'agence BASE. Pour le deuxième cas, celui de la ville de Lausanne, Muriel Delabarre, maître d'enseignant et de recherche à l'Université de Lausanne, Guillaume Desquil, responsable du bureau de développement et projet Métamorphose de la ville de Lausanne. Et pour le troisième cas, aujourd'hui, celui de Casablanca, Fouad Amraoui, docteur d'État en hydrogéologie et professeur à la faculté des sciences Ain Choc de Casablanca, l'université Hassan II. Avec Ingrid Pechel Abdarazak, chargée de mission à l'ITEC, chargée de la coopération et des relations internationales, et aussi conseillère auprès de l'adjoint au maire de Casablanca, chargé de la coopération. Mon collègue professeur Alain Dupuis, directeur de l'École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie de développement durable, fera ensuite la synthèse des problématiques abordées lors de ce webinaire. Ce webinaire dure 1h30 et nous consacrons un petit moment d'échange et de réponse à vos questions que Ingrid Nappi fera remonter dans le chat. On va commencer tout de suite par le cas de Lyon avec Roloff et Estelle qui nous présenteront l'évolution de la question de l'eau à Lyon et puis la gestion de l'eau dans le projet de la ZAC des Girondins. À vous, Roloff Verhaeghe. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, Roloff Verhaeghe, maître de conférence à l'Institut d'urbanisme de Lyon, que j'y dirige par ailleurs. On va vous parler avec Estelle Goutaudier de la gestion de l'eau dans un projet d'aménagement à Lyon, le projet la ZAC des Girondins. Mais avant d'aller parler de la ZAC, je vais vous donner un peu d'éléments de contexte sur la ville de Lyon et sur la façon dont l'eau joue un rôle important dans le développement de cette ville et comment les choses ont changé au fil du temps. Donc, ce que vous voyez, l'image, c'est une vue de la ville de Lyon du sud vers le nord. On le survole du sud vers le nord. Et ce que montre l'image, c'est que la ville de Lyon s'est construite sur la confluence de deux rivières, enfin, un fleuve et une rivière, le Rhône, qui vient des Alpes. Je ne sais pas si vous voyez le curseur, qui vient de l'est des Alpes, qui heurte en gros à Lyon les premiers contreforts du Massif central et qui descend vers le sud, vers la Méditerranée. Et puis la Saône, qui vient du nord et qui descend, qui rejoint le Rhône à Lyon et qui descend donc ensemble vers la Méditerranée. Cette configuration a fait que la ville de Lyon, disons que la relation de la ville de Lyon avec l'eau était d'abord surtout une relation un peu difficile, notamment à partir, la ville ancienne, la ville médiévale, romaine et médiévale, est construite sur des hauteurs et a bénéficié de la présence de rivières pour la navigation, pour le commerce. On reste encore sur l'image précédente, s'il vous plaît, pardon. La partie est de la ville est construite sur une partie plane qui était historiquement la zone inondable du Rhône. Et donc la ville a traversé relativement tardivement le Rhône. Le Rhône est une rivière assez avec un gros débit qui pose des problèmes d'inondation régulièrement. Et la ville n'a su traverser le Rhône qu'à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Et il y a eu encore des grandes inondations à Lyon en 1840, 1856, ce qui fait que la relation de la ville de Lyon avec l'eau, c'est plutôt une relation un peu conflictuelle dans le passé. Beaucoup d'eau qui a influencé la ville. Depuis 1860, la ville a commencé à se protéger de l'eau, à construire des digues, à faire tout un travail d'assèchement. Et
le quartier de Gerland, que vous voyez ici sur la carte, qui se situe dans la partie sud de la ville de Lyon, est typiquement un de ces quartiers qui est construit sur un territoire qui a été inondable avant les grands travaux d'assèchement, avant la construction des digues, avant des travaux d'ingénierie qui ont rendu ce quartier constructible. Donc un quartier qui est construit sur des remblais en grande partie et qui s'est développé au fil du 19e siècle comme un quartier industriel lié en partie à la réalisation de lignes de chemin de fer qui relie Paris à Marseille, enfin, qui séparait d'un côté le quartier de Gerland du reste de la ville de Lyon, mais qui faisait aussi une accessibilité forte qui desservait le quartier assez, comment dire, de façon assez importante, ce qui permettait le développement de l'industrie. Ce quartier de Gerland a été, depuis les années 80, développé de façon industrielle notamment, mais depuis les années 80 et le départ des industries au fil des années 50, 60, 70, un quartier qui est devenu un peu obsolète en partie, ou en tout cas qui ne répondait plus vraiment aux exigences de la ville actuelle. Et depuis les années 80, des projets de régénération qui sont lancés dans le quartier. D'abord des projets un peu ponctuels, notamment orientés sur le développement économique et un peu de résidentiel à proximité de la rivière. En 2013, un grand plan stratégique a été fait pour le quartier, un master plan par des paysagistes et des urbanistes qui ont voulu amener de la cohérence dans cette régénération de la ville. Ce plan, vous le voyez sur la droite du diapo, ce plan prévoit plusieurs choses. Et ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est qu'il prévoit une armature verte dans le quartier à partir des berges du Rhône, à partir du parc de Gerland au sud, une armature verte qui traverse tout le quartier et qui forme en quelque sorte son épine dorsale et qui fait le lien entre les différents projets de développement, de régénération qui vont avoir lieu dans les années qui suivent. Alors, le quartier dont on veut parler, enfin, sur lequel on va focaliser aujourd'hui, c'est le quartier des Girondins, qui se situe au nord de cet axe verte, de cette épine dorsale verte que vous voyez traverser le quartier au milieu. Donc, au nord, en forme un peu triangulaire, vous voyez le projet de la ZAC des Girondins, qui a commencé dans les années 2015-2016, qui est maintenant en cours de développement et qui comporte quelques éléments intéressants par rapport à la gestion de l'eau que Estelle Goutadier du bureau base va vous présenter dans la suite. Bonjour à tous. Alors, Estelle Goutaudier, paysagiste à l'agence Base. Voilà, vous voyez la ZAC des Girondins à l'écran. Alors, Base est maître d'œuvre des espaces publics sur ce projet avec plusieurs co-traitants, Aegis, les éclaireurs, Transitech. Et puis, Base a aussi la mission paysagiste conseil pour l'ensemble de la ZAC avec les architectes TVK. La ZAC, c'est 17 hectares, dont 7,5 hectares d'espace public et c'est des surfaces conséquentes d'espaces plantés. C'est 14 000 mètres carrés de massifs plantés et 900 arbres. Et ces surfaces de plantation, elles répondent à des enjeux qui sont vraiment d'installer des continuités, d'installer un réseau planté structurant au service de la qualité de vie des habitants, de rendre les espaces publics confortables en apportant de la fraîcheur au milieu d'un milieu urbain très dense, et puis en fabriquant une continuité écologique par les plantations et les surfaces, les sols poreux, la possibilité d'infiltrer les eaux pluviales.
On peut passer à la slide suivante. On est sur 10 ans d'aménagement. Le plan précédent que vous avez vu date de 2013. Et puis, ces principes de gestion des EP que vous voyez à l'écran sous forme de schéma, ils datent aussi de 2013. Ils ont été vraiment établis au démarrage des études et de l'AVP. Vous voyez un schéma tout en haut. Le schéma multicolore, il représente la ZAC dans son ensemble. Le schéma qui est à gauche en rouge et vert représente les espaces publics de la ZAC. Celui à droite en bleu et marron représente les îlots à bâtir. Il y en a 22, donc c'est des constructions qui s'échelonnent dans le temps et qui représentent sur ce schéma les espaces privés de la ZAC. Et puis les 4 petits schémas en bas qui déclinent voilà, les typologies de gestion des EP, avec en bas à gauche les voiries existantes pour lesquelles on nous a demandé de conserver en fait la gestion des EP, la gestion des eaux pluviales existantes, à savoir des eaux pluviales qui sont guidées dans un réseau unitaire. Les voiries, donc le deuxième schéma en vert, qui sont les voiries que l'on a créées, les voiries projets, pour lesquelles les eaux de pluie des trottoirs sont guidées vers les espaces plantés, tandis que les eaux de pluie des voiries partent dans un réseau de grilles, puis des caissons et sont infiltrées dans le sol, dans la nappe phréatique. Les îlots denses que vous voyez en marron sont des parcelles construites dont une partie des eaux pluviales est absorbée par des toitures végétalisées, tandis que le trop-plein part dans des réseaux publics. Et cette eau-là n'est pas infiltrée parce que c'est une eau issue d'une parcelle privée et dont la qualité est compliquée à contrôler. Et puis, ce que vous voyez en bleu, ce sont les îlots jardins. Ce sont des îlots qui ont une surface suffisamment conséquente pour imposer à la construction de gérer ces eaux pluviales, donc ces eaux de toiture, à la parcelle. Ça veut dire en cœur d'îlot, prévoir des espaces extérieurs, des espaces plantés qui vont infiltrer toutes ces eaux pluviales. Donc, ces grands principes de gestion, ils ont été établis en 2013. Et ce qu'on voulait, voilà, on a passé en revue 10 années d'études et de travaux et regarder ce qui avait évolué. On peut commencer par les voiries existantes où, même si on nous avait demandé de conserver la gestion des EP, on a profité des travaux pour installer un réseau séparatif pour anticiper un mode de gestion des eaux de pluie qui allait évoluer dans le temps. Et puis pour le schéma vert, les voiries projets, on a proposé un mode de gestion alternatif, notamment pour l'artère dont a parlé Roelof, qui est l'allée de Fontenay, qui est vraiment l'armature verte, la grande promenade plantée qui traverse la ZAC du nord au sud. Et on peut regarder cet exemple sur la slide suivante. Et en fait, il s'agissait de proposer en fait un mode un petit peu alternatif de gestion des EP avec, alors vous voyez un petit plan au-dessus de la coupe à gauche de la photo, avec une hachure rose sur ce plan qui localise l'emprise d'une grande fosse de plantation. D'habitude, voilà, chaque arbre a sa fosse de plantation. Là, la volonté, c'était de maximiser ces fosses, ces surfaces, ces volumes de terre, de favoriser le développement racinaire et de favoriser cette continuité écologique que j'ai évoquée plus tôt. Et dans un second temps, sur ces fosses de plantation, dans ces massifs plantés, installer un réseau de drains surfaciques qui récupère les eaux pluviales des cheminements et qui vient la répartir de manière homogène sur tout le massif planté. Il y a aussi des sondes tensiométriques qui ont été installées au sein de ces massifs. Et elles continuent à récolter des données d'humidité des sols et de développement racinaire des arbres. Et ça, c'est la métropole de Lyon qui, grâce à ces données, ajuste l'arrosage de ces espaces. Cette proposition de gestion alternative, elle a été faite en 2013. Aujourd'hui, elle n'a plus rien d'alternatif. C'est rentré vraiment dans les pratiques.
Mais à l'époque, c'était quelque chose voilà, qu'on faisait moins et qu'on a proposé pour cet espace, pour cette grande coulée plantée promenade qui est l'allée Trente-Nez. On peut passer à la slide suivante. Après ce premier exemple, on a l'exemple de la place Václav-Havel, où là, 10 ans plus tard, on a modifié une fois de plus notre principe de gestion des EP. Et là, en fait, c'est aussi les entrants qui ont rendu possible le passage à un nouveau mode de gestion des eaux pluviales. C'est une place, une centralité de quartier pour laquelle il y a eu une concertation pour connaître les attentes des habitants 10 ans plus tard, parce que le plan datait de 2013 et on a voulu vraiment savoir quelles étaient les attentes et la volonté de trouver une plus grande place laissée à la nature a été fortement exprimée. Et on a eu l'occasion de planter des plus grandes surfaces. Et on a sur cet espace des surfaces plantées conséquentes qui nous permettent d'installer un grand massif en terre-pierre. C'est un massif infiltrant qui fait 1300 mètres carrés. Et on est passé donc d'un système de gestion en caisson. En 2013, on prévoyait de récupérer les eaux pluviales dans des caissons, puis de les infiltrer dans la nappe, alors qu'aujourd'hui, en 2023, on récupère toutes les eaux pluviales dans des espaces plantés en creux et l'infiltration se fait dans des grandes fosses continues de terre-pierre qui va favoriser un développement racinaire, maximiser la surface de sol perméable, pour que le bosquet se développe du mieux possible. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que ce changement de gestion, il a pu se faire parce qu'il y a eu un changement de programme, parce qu'on a pu planter plus qu'à l'origine du projet, et aussi parce que les pratiques de gestion, l'adaptation des services s'est faite dans le temps. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que dans le choix de gestion des eaux pluviales, en fait, c'est un choix, gérer les eaux pluviales, c'est un choix qui se fait vraiment, c'est un travail collectif, c'est beaucoup d'échanges avec les services qui vont gérer ces ouvrages de gestion, et puis des échanges avec les bureaux d'études, et il est guidé par le site, son sol, sa capacité d'infiltration, donc ça c'est vraiment la réalité de terrain, par les possibilités qu'on a, parce qu'on n'a pas toujours, le programme ne nous offre pas toujours la possibilité d'avoir des surfaces conséquentes plantées et des sols perméables, des sols poreux. Et puis en 3, c'est vraiment aussi le mode de gestion et d'entretien à venir qui est en lien avec des moyens humains et budgétaires qui vont aussi guider ce choix. Voilà le retour d'expérience sur cette ZAC qui voilà, nous fait apparaître des changements en l'espace de 10 ans de gestion des eaux pluviales. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les maîtrises d'ouvrage en tentant d'anticiper les évolutions techniques pour proposer des modes de gestion vertueux qui pourront être portés par des arbitrages politiques. Et c'est ça la difficulté, c'est d'avancer en réussissant à anticiper ces changements. Voilà, à travers ces quelques exemples, notre retour d'expérience sur la ZAC des Girondins. Merci beaucoup, Roloff et Estelle, pour cette présentation très intéressante qui nous amène dans le sujet de la continuité écologique, qu'on va certainement aborder d'une façon légèrement différente à Lausanne aussi. Et je trouvais très intéressant les nouveaux dispositifs techniques que vous avez présentés qui ont aussi un impact sur le mode de gouvernance du projet entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Et bien sûr aussi la participation des citoyens usagers.
Donc, sans tarder, je propose d'aller à Lausanne avec Muriel et Guillaume et de voir dans un premier temps le contexte lausannois par rapport à la gestion de l'eau et ensuite rentrer dans le détail du projet Plaine du Loup. Muriel, merci. Merci pour cette invitation. Merci aux organisateurs pour cette belle conférence organisée autour du sujet de la ressource en eau. Donc, nous avons le plaisir avec Guillaume Desquil qui présentera l'expérience du quartier des Plaines du Loup dans un deuxième temps de faire une immersion sur le laboratoire de Lausanne et de se déplacer un petit peu donc, à l'est de Lyon pour analyser ce cas d'étude qui est aussi riche d'expérience. Donc, Lausanne, c'est une ville qui est située sur les rives du Léman, avec 137 000 habitants. Donc, on est sur une ville constituée. Là, vous avez à l'image les 17 quartiers lausannois qui composent la ville de Lausanne, avec les territoires forains plus au nord, qui participent aussi à la ville de Lausanne, à la composition de la commune, en tous les cas. Donc, Lausanne, récemment, comme beaucoup de villes, elle a été soumise à des risques nombreux, des aléas, notamment, alors on peut rester sur la slide précédente, merci, à des aléas, notamment des aléas liés au dérèglement climatique. Alors, ce n'est pas uniquement le changement climatique, mais c'est vraiment cette question de dérèglement au sens large. Et en l'occurrence, on a été soumis en particulier à des inondations liées à des pluies torrentielles, notamment en 2018, et qui vont qui vont ne pas cesser justement de s'accentuer dans les années à venir. On a plusieurs laboratoires qui travaillent sur ces sujets de prévision climatique avec Météo Suisse, notamment le WSL qui base des scénarios d'adaptation au changement climatique et de vulnérabilité de certains territoires. Donc, Lausanne est une ville, comme beaucoup d'autres, vulnérables à ces questions de dérèglement climatique. Et ça appelle bien sûr des postures très pragmatiques de projet. Ça a été présenté dans le cadre lyonnais avec ces dispositifs d'ingénierie écologique. Guillaume les présentera dans un deuxième temps. Et moi, dans un premier temps, je vais vous parler effectivement d'une mise en contextualisation, d'une étude récente sur les morphologies environnementales et l'analyse bioclimatique de Lausanne pour savoir un petit peu dans quel contexte on se situe avant de dessiner justement des propositions spatialisées qui sont support justement à ces dispositifs d'habitabilité des milieux de vie. Donc, Marcus a évoqué 3 registres, l'eau comme ressource, l'eau comme déchet et l'eau comme risque. Et on va essayer d'illustrer dans notre propos ces 3 dimensions. Donc, d'une part, caractérisant la peau de Lausanne dans un premier temps. Tous les territoires possèdent une peau, on le sait, une épaisseur géologique, géographique, hydrographique aussi. Et Lausanne est véritablement constituée par un système de structures étagées, qui est déterminé par à la fois une historicité liée à un glacier, effectivement, qui a creusé ses sillons, ses vallées, et puis un régime hydrographique aussi, qui se compose en tout cas de 2 réseaux principaux. On peut passer à la slide suivante. Donc, issus de ces délaissés glaciaires plus des régimes de l'érosion fluviale, on a maintenant désormais ces réseaux fluviaux hydrographiques qui s'écoulent par gravité et qui sont qui s'écoulent dans 2 directions opposées. Le Talent, plus au nord, et ses affluents qui drainent le nord du territoire et qui s'écoulent jusqu'à la mer du Nord, et puis le reste du réseau qui est réparti entre plusieurs bassins hydrographiques, la Mèbre, le Galicien, la Louve, le Flon et la Vuachère, ainsi que la Podèze. Donc, ces eaux, bien sûr, rejoignent le lac Léman et participent en tout cas à rafraîchir la ville selon des surfaces, en tous les cas, plus ou moins à ciel ouvert. Donc, le régime de ces rivières, il ne s'écoule pas de manière identique dans chaque quartier, et c'était l'objet de cette étude, de caractériser véritablement les lieux dans lesquels ces rivières sont parfois cachées,
parfois en busée, et comprendre en fait les dispositifs d'ingénierie écologique aussi, ou d'ingénierie technocratique qui ont été mis en place dans le développement de la ville. Et on a à peu près 13 kilomètres d'écoulement de rivières entre ces cinq rivières que j'ai citées auparavant, qui s'écoulent soit de manière souterraine, soit de manière surfacique. Donc, le rapport entre les eaux souterraines et surfaciques, elle est quasiment identique à Lausanne, avec à peu près 15 000 mètres linéaires d'eau à ciel, enfin en souterrain, pardon, et 12 000 mètres en eau à ciel ouvert. Et ce sont des données en fait qui sont largement accessibles au public via des organismes, notamment l'Office fédéral de la statistique. Donc, hormis une rivière qui est celle de la VUHR, qui est à l'est du territoire lausannois, qui s'écoule par gravité quasiment sur la totalité de son tronçon à ciel ouvert, le reste est sectionné, partitionné par des ouvrages techniques et embusé par des ouvrages techniques. Ce réseau, on peut passer à la slide suivante, ce réseau hydrographique, il vient épouser une structure d'armature paysagère forte à l'échelle de Lausanne, et il suit en fait voilà, cette continuité aussi géographique d'espaces végétalisés. Donc Lausanne a cette particularité aussi d'épouser non seulement cette structure étagée, d'avoir ce réseau hydrographique qui est soit enfoui, soit à ciel ouvert, et également des espaces végétalisés d'exception qui sont autant de relais de fraîcheur et qui participent à des hotspots de fraîcheur, de relais de fraîcheur à l'échelle de Lausanne. Donc, on a à peu près à l'échelle de la ville 26 mètres carrés d'espace végétalisé par habitant et 229 hectares d'espaces végétalisés qui sont structurés par des systèmes de grands parcs, un petit peu comme à Lyon. On a ces systèmes de grands parcs, on a des systèmes de parcs relais, des parcs intermédiaires, des parcs historiques, des parcs de détente, des cimetières également qui participent à ces relais de fraîcheur et qui sont autant de lieux de rabattement frais pour les riverains. Et nous, ce qui nous a particulièrement intéressés dans cette circonscription de data géoréférencée, c'était d'étudier les températures de surface, à la fois des NDVI, donc de la capacité de ces espaces à assurer des lieux de rafraîchissement, et également des mesures d'aléas liées au type de revêtement surfacique à l'échelle des villes, et notamment des surfaces asphaltées, comme ça a pu être présenté dans le premier cas d'étude. Donc, on a mené depuis 1 an et demi une campagne d'analyse bioclimatique qui recense les hotspots vulnérables, les hotspots de fraîcheur aussi, les relais de fraîcheur, qui sont bien sûr circonscrits par ces réseaux capillaires de rivières et d'espaces végétalisés. Et grâce aux mesures satellites du satellite Landsat 8 qui passe au-dessus de chaque territoire, on a pu identifier et cartographier, selon un classement assez basique, toutes les températures de surface, les hotspots de chaleur et les hotspots de fraîcheur et les lieux plus ou moins vulnérables à l'échelle de la ville de Lausanne. Donc, on a des sites qui sont hautement vulnérables, notamment des tissus denses constitués. Le centre de Lausanne en fait partie, certains territoires aussi limitrophes au centre, et puis le quartier qui nous intéresse plus particulièrement, celui au nord de Lausanne, donc, qui est le quartier de Bausson-Bélécherette, dans lequel se situe le quartier des Plaines du Loup. Donc, ce quartier, il est hautement vulnérable. Alors là, vous avez une identification à l'échelle de la ville de Lausanne de ces relais de fraîcheur et de ces hotspots de chaleur avec ce système de réseau hydrographique. Je ne sais pas si ça sort bien à l'écran sous toutes les visuels, parce que c'est assez petit. Et en l'occurrence, on a pu caractériser ensuite les superficies de parcelles de plus de 4 000 m² de domanialité publique qui pouvaient potentiellement être réversibles. Et parmi celles-ci est intégré, en l'occurrence, les sites de mutation stratégique définis par un document stratégique à l'échelle de la ville, qui est celui du PDCOM, du plan de développement communal, le plan directeur du communal, et dans lequel le site de mutation stratégique des Plaines du Loup fait partie. Donc, on peut passer à la slide suivante.
avec ce zoom donc, sur le quartier Bausson-Blécherette. Les 17 quartiers lausannois ont été ensuite passés à la loupe pour comprendre effectivement ces points de vulnérabilité. Donc là, on a des indices qui montrent des valeurs avant le projet de quartier des Plaines du Loup. Ce quartier, il est déterminé en tous les cas par le Petit Flon et la Louve qui sont à l'est du quartier Bausson-Blécherette et par des hautement vulnérables, dont l'aérodrome qui ne fait pas partie du périmètre du projet, mais qui jouxte ce périmètre de projet, les Plaines du Loup que Guillaume va présenter, et des secteurs limitrophes qui se situent à proximité et qui sont d'une classe élevée en termes de température et soumis à des îlots de chaleur assez importants. Donc, ce site, il a été appelé à muter sur l'ensemble du quartier et on a 14% avant le projet de surface soumise à ce fort risque d'îlots de chaleur, de température surfacique très élevée. Donc, les enjeux sont multiples pour ce quartier et appellent des temps très rapides dans ces temps de processus de projet pour installer des éléments frais, des dispositifs frais d'ingénierie écologique. Donc, c'est exactement le même type de posture que le premier cas d'étude présenté à Lyon, en utilisant la ressource de l'eau comme ressource limitée pour des besoins aussi raisonnés. Donc, c'est l'enjeu, en tous les cas, de ce projet-là, et de placer aussi le système d'espace ouvert, donc de domanialité publique, d'espace interstitiel et de cours d'immeubles aussi, dans un paysage ouvert qui vous permette d'avoir une armature fraîche et irriguée avec des dispositifs d'ingénierie écologique liés aux eaux pluviales. Donc, Guillaume va vous présenter ce cas d'étude. Merci beaucoup, Muriel. J'ai l'impression, à l'instar du Tour de France, d'être lancé comme un sprinter après un formidable équipier. Ça me met un peu de pression. Je vais aussi aller assez vite après cette très belle présentation du contexte où effectivement vous avez à l'écran en haut à gauche une illustration du projet Métamorphose. En fait, quelques mots tout de même là-dessus qui consiste à, pour la municipalité de Lausanne, transformer une série de grands sites, initialement pour moderniser les infrastructures sportives et puis de plus en plus pour créer des quartiers à vocation durable et produire des logements qui répondent aux fortes tensions observées sur le marché du logement dans l'agglomération. Raison pour laquelle on déploie effectivement 3-4 grands sites, 3-4 grands projets, dont celui des Plaines du Loup qui figure sur l'image en bas à gauche, où vous l'avez en fait avant sa mutation. On observe au nord notamment du parking des terrains de football en l'occurrence qui ont été déplacés dans une nouvelle infrastructure sportive. Et puis à l'issue d'un concours d'urbanisme, puis d'une stratégie, d'un équivalent d'un schéma directeur, en somme, il y a eu l'opportunité de déployer un projet urbain qui comporte un potentiel de 149 000 mètres carrés, entièrement en main de la ville de Lausanne. La ville de Lausanne prévoit dans son modèle de développement immobilier plusieurs aspects. Le principal, c'est qu'elle demeure propriétaire. Elle octroie, en Suisse, on dit des droits de superficie. En France, on dit des baux amphithéotiques à l'intention d'investisseurs qui sont de 4 types. Des investisseurs qui sont des sociétés filles de la ville, rapidement l'équivalent de société HLM française, des investisseurs privés, des coopératives d'habitants et puis des sociétés d'utilité publique qui développent aussi des logements à vocation sociale. Ces investisseurs ont été regroupés en 5 pièces urbaines qui apparaissent discrètement mais qui apparaissent quand même sur le plan de droite et ont été amenés à développer des projets et le cœur des îlots qui composent ces projets. À droite, vous avez donc, si on revient encore sur la précédente, vous avez une illustration du projet des espaces publics où on observe
que en fait, le projet il est composé donc de 5 pièces urbaines avec des transversales qui lient 2 axes radiaux de part et d'autre du projet, et la ville est chargée de la construction de ces espaces publics. Si on passe à la diapositive suivante, effectivement, on peut voir un état du projet vu de drone il y a encore quelques semaines, où le sud du secteur a déjà été livré. Et puis les derniers projets, on observe encore 3 grues pour lesquelles le gros œuvre n'est pas fini. Voilà, il faut savoir qu'on a compté jusqu'à 28, il y a eu 28 grues au total, donc 23 en simultané sur le site. Un élément important, c'est que vous voyez au fond à gauche de l'image un bâtiment qui est un parking en ouvrage qui regroupe en fait toute l'offre de stationnement du secteur, ce qui a permis au fond de limiter au maximum l'imperméabilisation du site, puisqu'en définitive, il n'y a pas de sous-sol au-delà des emprises des bâtiments. Donc, il n'y a pas de voitures dans le quartier, à l'exception des voitures qui sont destinées aux personnes à mobilité réduite. Et puis maintenant, si on va sur la diapositive suivante, on peut avoir un aperçu de quelques-unes des démarches qui ont été, des illustrations de quelques-unes des démarches qui ont été conduites pour la gestion de l'eau. Il y a quelques redites avec la présentation lyonnaise, puisqu'en fait, il y a des éléments qui ont été techniques, en tout cas, qui ont déjà été évoqués, notamment la possibilité de faire du stockage dans les fosses, des stockages de l'eau dans les fosses des arbres. Sur le plan en haut à gauche, vous avez une illustration en fait, du lien entre la gestion de l'eau et la composition des espaces publics, avec ce plan de gestion des eaux pluviales dont on a ici un extrait qui présente une possibilité des différentes solutions avec effectivement des noues, des systèmes de fosses, de gestion des eaux et puis des bassins de rétention qui s'articulent en fait avec le projet d'espace public et qu'en sont une composante. Peut-être encore 2-3 éléments techniques qui sont assez intéressants. En haut à droite, une illustration de tout le travail qu'on a conduit pour arriver à conjuguer l'utilisation des toitures pour, d'une part, implanter des panneaux solaires qui répondent aux besoins énergétiques, et puis d'autre part, pour ce qui nous intéresse, avoir des systèmes de végétalisation des toitures et donc de rétention des eaux en toiture. Et puis, un troisième dispositif technique un peu plus cocasse, si vous permettez, en bas à droite, qui consiste en fait en la valorisation énergétique des eaux usées. Donc, le système d'approvisionnement énergétique du quartier repose principalement pour la chaleur en tout cas, sur un système de 30 sondes géothermiques qui vont chercher de l'eau, qui vont chercher la chaleur du sous-sol évidemment, qui sont reliées entre elles. Et puis pour compléter ce système énergétique, il y a donc l'idée d'avoir une revalorisation, de retirer la chaleur des eaux usées et de la réinjecter dans le système énergétique des eaux de la géothermie. Ce système, il a été nécessaire parce que le quartier est très dense et puis que l'implantation de sondes n'était pas, il est tellement dense qu'on n'avait pas suffisamment d'espace pour implanter autant de sondes qu'il lui fallu pour approvisionner en chaleur le quartier. Donc le principe, c'est qu'on implante vous avez l'image de l'installation de ce dispositif où en fait, c'est tout simple, on récupère la chaleur des eaux usées puis on la réinjecte dans le système. Et puis le dernier élément technique sur lequel je voulais revenir, c'est que pour tout le projet, on déploie un système d'évaluation qui s'appelle SMEO, qu'on a élaboré nous-mêmes, qui vise à l'analyse de la durabilité du quartier d'une part et des bâtiments d'autre part. Et puis dans ce système, on a 2 éléments relatifs à l'eau qui sont intégrés. C'est l'économie de la ressource à travers des systèmes de robinetterie, des exigences sur les appareils électroménagers
également qui sont développés. Et puis, encore une fois, la perméabilisation du sol autant que possible avec un suivi de la compacité des projets de bâtiments qui sont développés. Puis comme synthèse, je vous propose la diapositive suivante. En reprenant finalement la typologie qui a été proposée tout à l'heure par Marcus Zeff, l'eau comme une ressource. On l'a vu, une ressource pour une gestion économique et efficace qu'il faut donc préserver à travers des dispositifs techniques propres plutôt à la consommation. Consommation qu'on va également suivre dans les étapes suivantes du projet, dans la mise en exploitation à travers des actions de sensibilisation. L'eau comme un déchet, on l'a vu, donc qu'il faut à la fois gérer en termes de réseau, mais qui peut aussi se transformer en une ressource. On l'a vu à travers le dispositif énergétique. Puis l'eau comme un risque avec l'application du concept de ville-éponge, qui consiste donc, comme à l'instar de ce qu'on a vu à Lyon, à gérer l'eau sur le site pour limiter et puis optimiser la rétention pour éviter qu'elle parte directement dans les réseaux. Voilà donc pour ce sprint lausannois. Et puis merci pour votre attention. Merci beaucoup Muriel et Guillaume pour cette présentation qui, dans un premier temps, nous montre la peau particulière du territoire de Lausanne et qui met en exergue en fait les hotspots et les cold spots et très certainement l'articulation entre ces différents spots qui est importante. Et après, le focus très intéressant sur cet écoquartier. J'ai eu de la chance la semaine passée de le visiter avec mes étudiants de l'école d'urbanisme. Et effectivement, on était impressionnés à la fois par la taille de ce projet et par la densité. Et on a l'impression d'assister véritablement à une transformation d'un morceau de ville et avec des particularités de gestion, de dispositifs techniques qu'on retrouve aussi partiellement à Lyon, mais avec des détails qui sont probablement propres au territoire lausannois et au contexte suisse, avec un dispositif qui est très intéressant de valorisation énergétique des eaux usées, où en fait le déchet devient une ressource. Donc maintenant, Vous avez coupé le micro. On m'a coupé le micro. Donc je disais, on va se déplacer maintenant au Maroc, donc dans un autre contexte et sur l'échelle métropolitaine de Casablanca avec Fouad et Ingrid. Et on va voir comment, dans un contexte plus au sud, avec probablement des transformations et des changements climatiques qui sont encore plus accentués, on réagit sur des parties de cette situation métropolitaine. Donc, j'invite Fouad, dans un premier temps, à nous présenter le contexte métropolitain de Casablanca. Merci. Bonjour, merci pour cette invitation à participer à ce webinaire qui fait un regard croisé entre deux contextes complètement différents. Un contexte au nord où il y a l'abondance des ressources en eau et donc on gère plus l'abondance, et un contexte où c'est plutôt on gère plus la rareté de l'eau. Comme vous le savez, au niveau du sud de la Méditerranée, la ressource elle constitue un facteur clé du développement. Nous sommes sur des climats semi-arides à arides, avec des ressources en eau qui sont très mal réparties dans le temps et dans l'espace. La ressource, elle est limitée et les besoins ne cessent de croître, puisque nous sommes des pays en développement. On développe des projets agricoles, touristiques, industriels, et tout ça demande beaucoup de ressources en eau. Et donc, on est toujours en quête de mobiliser encore plus de ressources, que ce soit des ressources conventionnelles, et soit à revoir nos modes de gestion, puisque par exemple en agriculture, 85% de nos ressources partent dans l'agriculture, ou bien encore
à mobiliser les ressources non conventionnelles. Et là, je parle du dessalement, de la réutilisation des eaux usées. Il y a eu aussi l'impact du changement climatique qui est apparu en 1980 et qui nous impacte terriblement puisque la tendance est l'aridité, avec souvent des années récurrentes de sécheresse, avec des vagues de chaleur très fréquentes, des inondations. Donc, le défi aujourd'hui pour nous, c'est de comment concilier entre une ressource limitée et même peut-être en réduction et une demande qui ne fait que croître. Donc, j'arrive au contexte casablancais. La carte que vous voyez, c'est une carte qui montre l'espace du Grand Casablanca avec une zone urbanisée en blanc et grisâtre et puis un arrière-plan, un périurbain avec quelques îlots urbains. Nous sommes sur une superficie d'à peu près 1600 km², 5 millions d'habitants, hein, donc c'est une future mégapole. 50%, c'est un pôle industriel, c'est un pôle financier. 50% à peu près des exportations des emplois industriels. Et puis, c'est la troisième destination touristique, mais c'est plus un tourisme d'affaires. Si on regarde la dynamique urbaine de la ville depuis les années 1900 à aujourd'hui, vous voyez que la ville part dans tous les sens. Chaque année, ce sont 600 hectares d'urbanisation nouvelle. Donc, non seulement il faut rattraper les retards en termes d'infrastructures, mais il faut aussi, sur ces nouveaux quartiers, ramener les réseaux d'eau potable, d'assainissement, l'électricité, enfin tout ce qu'il faut. Renforcer en permanence les systèmes d'AOP, puisque la demande en eau, elle croît, et donc à chaque fois, il faut renforcer ces dispositions en eau. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, quand on regarde les disponibilités en eau au niveau de la carte en haut à gauche, le réseau hydrographique n'est pas très développé avec des écoulements juste temporaires. Les nappes d'eau souterraines sont des nappes pelliculaires avec des ressources pas suffisantes pour l'alimentation en eau potable de cette grande mégapole. Et donc, on ramène l'eau, c'est la carte qui est à droite, on ramène l'eau à partir de ressources lointaines, à partir de barrages sur 90 km du nord-est, du sud-ouest. Et donc, Casablanca n'est pas autonome en ressources en eau. Et aujourd'hui, Casablanca consomme quelque chose comme 200 millions de mètres cubes, 220 millions de mètres cubes, et elle est amenée à consommer à peu près 300 millions en 2035-2040. Donc, ça veut dire qu'on est toujours en quête de trouver des ressources nouvelles pour satisfaire la ressource en eau. La carte qui est en bas à gauche, c'est celle de l'assainissement. Donc, il y a une dépollution de la ville, il y a un réseau d'assainissement. Donc, toutes les eaux usées sont collectées et elles sont rejetées en mer à travers des émissaires après un pré-traitement. Slide suivant. Alors, quels sont les scénarios de renforcement de l'alimentation en eau de la ville? Donc là, vous avez un graphique qui vous montre l'augmentation de la population. Donc, à l'horizon 2050, on va avoir besoin d'à peu près presque 300 millions de mètres cubes. Et donc, on est obligé d'aller vers des renforcements importants. Donc, il y en a trois que l'on met ici. D'abord, le dessalement. Le dessalement d'eau de mer, à une certaine époque, c'était juste un scénario. Maintenant, c'est devenu une obligation. Et donc, en 2026, on va avoir une grande usine de dessalement d'eau de mer qui va pouvoir sécuriser l'alimentation en eau de la ville. Il y a également un transfert d'eau à partir des bassins du Nord, puisqu'au Maroc, nous avons une zone tempérée au Nord où on a de l'excédent en eau. Et donc, ce sont des transferts très importants. C'est à peu près 15 mètres cubes par seconde qui vont être transférés sur 67 km pour pouvoir sécuriser l'eau au niveau donc, de tout l'axe Rabat-Casablanca. Et puis, nous avons un potentiel aussi qui est très important, c'est celui de ces eaux usées que l'on rejette aujourd'hui en mer. Dans un certain temps, il fallait dépolluer la ville et donc c'était tout à fait normal qu'on puisse collecter ces eaux, qu'on fasse un pré-traitement, qu'on les rejette en Méditerranée à travers des émissaires. Ce sont des émissaires, le premier, il fait à peu près 2 km 200, le troisième, il fait 3 km 600 pour rejeter en eau en Atlantique pour qu'elles puissent être dispersées et ne pas avoir de retour de ces eaux usées pour garder une certaine qualité pour les eaux de baignade. Donc ça, ce sont un peu les voies, disons, de renforcement de cette alimentation pour les années à venir.
Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, dans le cadre académique, et pour répondre à l'atteinte de l'ODD 6 et celui 11 relatif à l'eau, l'assainissement et puis la durabilité des villes, on avait travaillé entre 2005 et 2014 sur un projet d'agriculture urbaine à Casablanca. D'abord, pour que l'agriculture soit une alternative du développement de la ville. Vous avez vu la dynamique urbaine de la ville. Et on manque terriblement d'espace vert dans la ville. Et donc, nous, on a développé ce projet pour dire l'agriculture peut être une alternative de développement. Et on est sorti avec 5 projets phares pour la ville. D'abord, la ville doit être nourricière. Et donc, on peut développer de l'agriculture en respectant les normes d'agroécologie pour produire un certain nombre d'aliments pour la ville. On a dit aussi que la ville doit être belle et récréative, donc développer des parcs multifonctionnels au niveau de la ville et surtout développer ce que vous voyez en vert sur la carte, c'est un collier vert qui va permettre d'abord d'arrêter l'expansion urbaine, quitte à la reprendre au-delà de ce collier. Un collier, ce n'est pas une ceinture qui va serrer, mais c'est plus quelque chose qui va rendre la ville belle, attractive. Et au niveau de ce collier, on s'est dit, il ne faut pas que ça soit juste une composante verte, il faut que qu'elle soit productive. Et pour ça, on a dit qu'il faut à la fois développer à l'intérieur de cette ceinture de l'urbanisation, mais avec obligation aux aménageurs de développer des espaces verts et avec un habitat plutôt horizontal. Une production alimentaire à l'intérieur aussi, sur un tiers à peu près de l'espace. Et puis sur le troisième tiers, donc les parcs multifonctionnels, pour que les gens puissent aller faire des randonnées, faire du sport, etc. Et donc, si on veut développer ça, on a besoin d'eau, bien entendu, et c'est là où donc, les eaux usées peuvent être une ressource intéressante. On a dit aussi au niveau des projets phares que la ville doit être efficiente en ressources, donc c'est là où les ressources, les eaux usées peuvent être intéressantes. Il faut que la ville soit régulatrice du climat, puisque avec ces vagues de chaleur, il faut donc en développant une composante verte, on peut atténuer donc ces effets. Et il faut également que la ville soit intégrative, parce qu'autour de la ville, nous avons beaucoup d'habitats informels. Et donc, ces habitats peuvent être réhabilités et intégrés au tissu urbain casablancais. Donc ça, c'était une contribution académique à la ville de Casablanca. On a eu beaucoup de résistance au départ à ces idées-là parce que c'était des idées un peu nouvelles, mais ça commence à rentrer un peu dans les esprits et aujourd'hui, avec la sécheresse, avec le manque d'eau, on commence à implémenter un certain nombre d'idées de ce projet sur la ville de Casablanca. Dernier slide. On avait fait également une espèce de diagnostic de où est-ce qu'on peut agir pour aller vers un peu plus d'économie d'eau, plus de valorisation des ressources en eau. Et là, j'ai scindé un peu les choses en différents types d'eau. Donc, l'eau potable, donc on peut renforcer l'entretien, la réhabilitation du réseau, détecter les fuites. Il y a ma collègue Ingrid qui va en parler un peu plus, puisqu'à Casablanca, nous avons une gestion déléguée de l'eau et de l'assainissement et de l'électricité à Casablanca. Au niveau des eaux pluviales, des fois, pendant l'hiver, il y a beaucoup de pluie qui est perdue et donc on peut développer beaucoup plus de bassins d'orage, pouvoir récupérer ces eaux et les réutiliser, notamment pour l'irrigation des espaces verts, pour aussi la recharge de la nappe, ou les utiliser aussi en industrie. Pour l'eau agricole, il faut que les systèmes du goutte à goutte, il faut qu'ils soient, puisqu'ils sont subventionnés, il faut qu'ils soient rendus obligatoires. Il ne faut pas qu'on perde de l'eau dans l'agriculture. Il faut appliquer les lois contre les pollueurs des nappes souterraines, les cultures économes. Donc là, je piste un peu un certain nombre d'améliorations qui peuvent être apportées pour une meilleure gestion des ressources en eau. Et puis pour les eaux usées, bien entendu, entretenir le réseau, généraliser le réseau à tout le territoire, y compris dans le milieu rural, installer des steppes pour une gestion décentralisée, c'est-à-dire au lieu de collecter toute l'eau et l'emmener vers la mer, tous les quartiers périphériques essayer de récupérer l'eau sur place, la traiter et la réutiliser sur place. Donc tout ça, ça va dans le sens de ce qui est recommandé pour les ODD, que ce soit pour une ville durable ou pour l'eau potable et l'assainissement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Fouad, pour cette mise en contexte très intéressante. Avant de
de donner la parole à Ingrid, je voudrais rappeler à nos participants, spectateurs, de ne pas oublier de poser des questions dans le chat. On aura un petit moment après cette dernière présentation de Ingrid Péchel pour prendre vos questions et répondre collectivement. Donc, sans attendre, je vais passer la parole à Ingrid maintenant et je fais tourner le diapositive. Merci. Merci Marcus pour cette dernière prise de parole. Donc, écoutez, mon collègue Fouad Amraoui a déjà abordé de nombreux points. Donc, ça va être difficile d'apporter encore d'une nouveauté, mais cette fois-ci, on va plus se pencher et plus se concentrer sur la vision de l'opérateur. Et nous, en tant qu'opérateur, peut-être vous présenter notre gouvernance, comment on travaille sur place avec les autorités marocaines, et également quels sont tous les outils qu'on a mis en place justement pour préserver la ressource et sensibiliser la population à cette problématique très importante qui a été érigée d'ailleurs en problématique nationale par le roi du Maroc, qui a fait un discours donc cette année pour nous donner la grande vision et nous proposer à tous, les opérateurs, les autorités, de mettre en œuvre un certain nombre de projets pour sécuriser la ressource. Donc, sans plus tarder, on va démarrer avec la première slide. Donc, je vous présente un petit peu l'IDEC, qui est donc l'entreprise de gestion déléguée, comme l'a dit Fouad, qui est en place depuis 1997 sur la ville de Casablanca et son territoire, on va dire toute sa grande banlieue. Donc, ça fait plus de 5 millions de personnes en gestion. Et c'est un territoire qui est extrêmement grand et extrêmement disparate, extrêmement hétéroclite aussi. On a un centre urbain, comme l'a souligné également mon collègue, qui est extrêmement dense et qui grossit extrêmement vite. On a plus de 600 hectares par an de lotis. Donc, c'est pour nous, en tant qu'opérateurs, un défi extrêmement important de pouvoir alimenter en eau, en assainissement, en électricité, puisqu'on a les trois services à l'IDEC, plus l'électricité en tant qu'éclairage public. Donc, on a 4 services à gérer. Donc, aujourd'hui, le rythme est tellement fort, tellement important, que cela nécessite évidemment des ressources extrêmement lourdes qui doivent être mobilisées au niveau national, puisque Casablanca est la capitale économique avec une économie extrêmement importante qui fait vivre le pays en réalité. Donc, alors, bon, pour vous dépeindre l'IDEC assez rapidement, on est une entreprise marocaine en gestion déléguée donc depuis 1997 jusqu'à 2027. Aujourd'hui, on a à peu près 1,5 million de clients en eau, à peu près la même chose en électricité et l'assainissement sur tout le territoire de la gestion déléguée aujourd'hui. Donc, depuis le démarrage du contrat, on a investi plus de 30 milliards dans les réseaux. Alors, pour donner juste une idée, on a à peu près dépensé un tiers pour l'adduction en eau potable et plus de la moitié pour l'assainissement. L'assainissement étant un des investissements les plus lourds à aligner pour une ville comme Casablanca qui, en plus, grandit extrêmement vite et de manière anarchique. Donc, on va passer à la deuxième slide, s'il te plaît. Donc, la gouvernance de Casablanca, alors c'est un petit peu particulier. Nous, on ne travaille pas directement avec les élus de la ville. On travaille avec 3 organes. Donc, on travaille avec le ministère de l'Intérieur qui contrôle un petit peu la gestion de l'opérateur, définit également les investissements et les grandes lignes de budget. On travaille également donc avec l'autorité délégante qui est composée par les 3 communes qui constituent Casablanca. Donc à Casablanca, on a la commune de Mohamedia qui est aux alentours de Casablanca et Ain Harouda, avec lesquels nous avons signé le contrat de gestion déléguée. Et nous, on a également donc la tutelle de ce qu'on appelle l'ECI, qui est l'établissement de coopération intercommunale, qui regroupe tous les élus, donc faisant partie de ces communes que je viens de citer. Donc, c'est un suivi qui est à la fois au niveau de l'État, donc au niveau du ministère, au niveau local, à travers les élus, à
travers de l'établissement intercommunal géré par les élus. Et donc, l'IDEC, évidemment, donne son avis sur les investissements, mais on va dire que c'est surtout une gouvernance qui est gérée au niveau de l'État. Donc, on passe… Alors, comme vous voyez un petit peu la carte, hein, je pense que vous avez vu passer des cartes de FOAD auparavant, mais Casablanca, donc c'est ce qui est en vert. Donc ça, c'est la commune, ce qu'on appelle la commune urbaine de Casablanca. Ce qui est en bleu, c'est toute la zone rurale de Casablanca, ce qui est également en marron aussi. Et toute sur cette zone rurale, on a extrêmement de mouvements au niveau de la promotion immobilière. On a des zones d'habitation qui sont décidées un petit peu de manière hétéroclite à travers tout ce périmètre. Et donc, il n'est pas forcément en adéquation avec notre schéma directeur. Donc, il faut ensuite aller, bien sûr, trouver des financements pour pouvoir aller raccorder tous ces lotissements qui poussent un petit peu comme des champignons tout autour de Casablanca. Voilà, on va passer à la troisième slide, s'il vous plaît. Donc, la gestion de notre ressource, puisque c'est un petit peu le sujet aujourd'hui. Alors, à l'IDEC, on s'est très vite rendu compte qu'on allait avoir des difficultés pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable à Casablanca, surtout sur ces 3 dernières années, on a eu extrêmement peu de pluie. Comme l'a souligné M. Amraoui tout à l'heure, on est essentiellement alimenté par des barrages. Donc là, les barrages étaient extrêmement bas, donc il a fallu effectivement se connecter et faire énormément d'investissements supplémentaires, plus de 635 millions d'investissements qui ont été faits sur ces 2 dernières années pour pouvoir faire venir l'eau des réseaux où il était encore disponible dans le nord pour pouvoir ensuite alimenter la métropole. Donc, c'était des travaux extrêmement lourds qui ont été faits en coercition avec l'Office national de l'eau potable, qui est l'office étatique, et qui a également fait des travaux à travers tout le pays pour sécuriser la ressource en eau potable pour toutes les grandes villes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une capacité, nous, à Casablanca, de stockage qui nous permet de ne pas avoir de coupure, même quand la limite d'eau est arrivée ces 2 dernières années. Donc, grâce à ces nouveaux investissements, ça nous a permis de ne pas avoir à sensibiliser trop les gens autour de coupures, puisque la notion de coupure pour les populations, c'est toujours très anxiogène. Donc, on n'en est pas arrivé là. Par contre, on a mis en place un dispositif de communication très important à partir de… On a commencé ce dispositif l'année dernière. Depuis fin 2021 exactement, avec des dispositifs visuels qui passent à la télé, qui passent à la radio, auditifs du coup à la radio et également dans la presse écrite. On a des visuels très simples pour sensibiliser sur l'économie de l'eau. Donc, très simplement, couper le robinet quand on se lave les dents, éviter de prendre des bains, l'utilisation de l'eau dans la cuisine, comment l'optimiser, dans la maison, comment combattre les fuites, etc. Donc ça a été un dispositif qui a été mis en place au niveau national, hein, je le rappelle, mais qui a été extrêmement renforcé à travers chaque opérateur de chaque ville. Et donc, nous, l'IDEC, on l'a mis en place de manière extrêmement importante. Également au niveau de tout le système scolaire, hein, toutes les écoles ont été sensibilisées, enfin la majorité, à travers cette problématique. Par ailleurs, nous, au niveau technique, on a mis en place une stratégie vraiment très importante pour la recherche de fuites, donc avec des équipes qui tournent chaque nuit dans Casablanca, avec des capteurs acoustiques, avec des outils informatiques qu'on a développés qui nous permettent de traquer vraiment la fuite et de pouvoir également la régler dans un temps extrêmement court. Donc aujourd'hui, ça nous a permis vraiment d'augmenter notre rendement du réseau. Donc aujourd'hui, on est à 78% de rendement de réseau. On espère arriver à 80% en fin d'année. Et normalement, on devrait pouvoir y arriver. Je n'ai pas encore les derniers chiffres, mais ça devrait pouvoir se faire. Donc, le rendement de réseau, c'est essentiellement la recherche de fuite, mais également le renouvellement de réseau, puisqu'on a un réseau qui est extrêmement grand à Casablanca, hein, plus de 7000 km de réseau, donc il doit être renforcé, renouvelé régulièrement.
donc ce qui nécessite aussi des investissements assez lourds que nous faisons selon les modalités d'ailleurs du contrat de gestion délégué et les orientations de notre autorité délégante. Donc, on va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la slide suivante, on aborde tout ce qui est assainissement, donc la préservation de la ressource eau et également l'objectif d'avoir un littoral dépollué. Donc, effectivement, tout à l'heure, on parlait aussi de l'assainissement sur les côtes de Casablanca. Ça a été, nous, une des raisons pour lesquelles on a signé notre contrat en 1997. Casablanca avait été victime d'énormes inondations qui avaient été mortelles, qui avaient été vraiment... tous les Casablancais encore s'en rappellent. Donc, on a fait à l'IDEC les premiers grands travaux, premiers gros investissements. Ça a été de faire vraiment un réseau de délestage qui permet de préserver la ville de toute inondation. Donc, ça a été des projets pharaoniques. Et on en a fait tout le temps de notre contrat de gestion délégué. Et les deux projets également les plus importants en termes de dépollution que nous avons réalisés, c'est une station de pré-traitement qui a été mise deux stations exactement sur la côte de Casablanca qui ont permis la dépollution totale du littoral et qui ont permis également de pré-traiter les eaux avant le rejet dans l'espace marin. On a également une STEP, donc une station de traitement, cette fois-ci tertiaire, c'est-à-dire avec la possibilité de réutiliser les eaux usées en fin de cycle, qui se trouve plus dans les terres à Casablanca, qui est sur la commune de Médiouna. Donc, il y a eu, comme je vous l'ai dit, énormément d'investissements qui ont été faits. Un, pour sécuriser la ressource, je vous le rappelle, puisque Casablanca n'avait plus assez de ressources à proximité. Donc, des investissements lourds en termes de réseau. Des luttes contre les fuites qui sont faites de manière récurrente et qui ont un objectif aujourd'hui inscrit dans le contrat de gestion délégué. Une lutte contre les inondations à travers des grands projets de délestage. Et nous avons également donc, la dépollution de la côte atlantique de Casablanca, puisque c'est là où nous avons les rejets à travers des émissaires en mer. Voilà, alors je vais aborder, après avoir fait donc, ce tour sur toute la prise en charge de l'opérateur sur Casablanca face à la difficulté qu'on a de ressources aujourd'hui. Je vais aborder un autre sujet qui touche toujours, autre slide s'il vous plaît, qui est l'accès aux services pour tout le monde à Casablanca. Aujourd'hui, Casablanca, comme l'a dit mon collègue, c'est 5 millions d'habitants et il y a à peu près entre 10% et 15% de ces habitants qui vivent sur les zones périurbaines donc, de Casablanca et qui vivent dans des... alors, on ne va pas appeler ça des bidonvilles, mais on va appeler ça plutôt des lotissements qui ne sont pas conventionnels, donc qui ont été lotis sans avoir l'eau, l'assainissement et l'électricité. Donc, c'est des personnes qui, avec le coût du loyer sur Casablanca, ont décidé de s'éloigner du centre urbain pour s'installer dans des petites maisons qu'ils ont construites eux-mêmes sur les alentours de Casa. Donc, eux se voient plutôt comme des propriétaires. C'est pour ça que je ne parle pas de bidonville. On a eu la problématique de bidonville à Casablanca qui, aujourd'hui, est en voie d'éradication. Donc, c'est vraiment la destruction des bidonvilles pour le relogement dans des logements en bonne et due forme de cette population. Là, je vais parler vraiment du programme qui maintient sur place donc, ces populations dans ce qu'on appelle des lotissements clandestins. Donc, ça représente presque 100 000 foyers. Hein, donc, en termes de population, c'est un demi-million de personnes. Donc, c'est vraiment pas un petit problème. Et ces personnes sont vraiment dispersées sur toute la zone périurbaine de Casablanca. Donc, aujourd'hui, nous, cette problématique, on l'a pris en charge depuis une quinzaine d'années. On l'a pris en charge au démarrage du contrat de la gestion déléguée en 1997, puisqu'il était hors de question de priver toute cette population du service à domicile. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a fait un discours en mai 2005 qui a lancé une grande initiative au Maroc qui s'appelle l'Initiative nationale du développement humain, qui a permis donc aux opérateurs comme nous de s'inscrire dans cette dynamique et de pouvoir bénéficier d'un cadre institutionnel pour pouvoir entrer sur ces quartiers qui étaient informels.
Donc, je vais très vite parce que c'est un programme qui, bien sûr, est assez complexe. Mais juste pour vous donner une idée, donc, ces foyers ont commencé à être raccordés début des années 2005. Il y en a eu à peu près pour 180 millions d'euros d'investissement. Donc, c'est des villes entières qu'on a dû alimenter en eau, en assainissement et en électricité. Et en même temps, développer aussi une maîtrise d'ouvrage sociale à travers des équipes terrain qui étaient dédiées, qui permettaient à ces populations de passer un petit peu du statut d'habitants illégaux à habitants avec un statut, une facture de l'IDEC qui venait en fin de mois, etc. Souvent, la facture de l'IDEC était d'ailleurs le seul document au départ officiel qu'ils pouvaient avoir. Donc, c'était pour eux une grande reconnaissance en termes d'inclusion urbaine. Donc, ce projet est toujours aujourd'hui d'actualité. Hélas, on aimerait vous dire qu'il est terminé, mais ce n'est pas le cas. On a plus de 70% des foyers sur les 100 000 qui ont été raccordés. Donc, c'est évidemment un grand pas. Mais on continue à apporter l'eau pour ces ménages. Je tiens à vous dire que l'eau est apportée à domicile. Donc, ça change beaucoup de choses, puisque quand l'eau est apportée à travers des bancs de fontaine, on a toujours des corvées qui sont en général à la charge des femmes et des petites filles qui sont déscolarisées pour faire ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'apporter l'eau à la maison, ça permet aux femmes de s'insérer dans la vie professionnelle et de pouvoir, aux petites filles et aux petits garçons, d'être scolarisés. Donc, c'est souvent les corvées qui sont à la charge des enfants, hélas. Donc, voilà un petit peu quel est le rôle de l'opérateur à Casablanca. Voilà l'idée que nous, on prend tout ça vraiment très au sérieux. On est très proche de la population. On a une population qui est extrêmement consciente de la rareté de l'eau, extrêmement consciente aussi de cette importance et de l'importance de la ressource. Juste pour finir sur ce chiffre, je voudrais vous dire qu'à Casablanca, plus de 55% de la population utilise moins de 8 mètres cubes d'eau par mois. Donc, c'est juste pour nous donner, nous, en tant qu'Européens, de faire à Casablanca, les gens n'utilisent pas plus de 8 mètres cubes, 55%. Donc, c'est juste pour dire qu'il est possible de maîtriser sa consommation, il est possible d'apprendre à la maîtriser et puis à y faire très, très attention. Voilà. Merci beaucoup, Ingrid et Fouad, pour cette présentation qui, en fait, dépeint la diversité des enjeux de la très grande échelle jusqu'à la petite échelle. Et avec des enjeux très différents énoncés parfois dans un premier temps, la question de la désalinisation, du transfert de l'eau depuis le nord, aussi l'intérêt, comment lier en fait les questions de fonctionnalité de l'eau avec la question esthétique de l'aménagement dans un contexte de développement urbain très, très important. Et ensuite, avec Ingrid, la gestion décentralisée de l'eau avec des enjeux de recherche de fuite, de sécurisation et aussi la dimension sociale qui est très intéressante par rapport à la sensibilisation à la préservation de la ressource, donc l'enjeu de la communication, on l'a vu aussi en filigrane dans les deux autres pays, dans les deux cas abordés. Ensuite, la question en fait de l'eau comme déchet qui devient une ressource assez importante, qui est valorisée et réutilisée, donc dépollution et renouvellement des réseaux. Donc, on a, à mon avis, beaucoup de matière pour en discuter. Il nous reste quelques minutes. Oui. Et Ingrid nous dit qu'il y a déjà une question. Donc, Ingrid. En fait, il n'y a pas de questions réellement, donc on peut inviter encore pour les 3 minutes qui restent dédiées aux questions les auditeurs et les spectateurs à nous en poser via le chat. Il y a des félicitations qui sont apportées pour le travail qui est fait par l'autre Ingrid à Casablanca.
Moi, j'ai peut-être une question concernant, puisque c'est un événement aussi avec, en lien avec les maires francophones, quelles seraient éventuellement les recommandations que vous pourriez vous faire, scientifiques, universitaires, aux élus qui nous écoutent et qui vont nous écouter par la suite, pour lever, ou quels sont les freins que vous avez vus au niveau des collectivités pour mettre en place ces solutions de gestion de l'eau? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole parmi nos partenaires, nos panélistes. Bah, moi, je peux bien peut-être répondre d'un point de vue maîtrise d'œuvre. Nous, on est vraiment concepteur d'espace public. Et c'est vrai que c'est souvent compliqué, en fait, pour des services de mettre en place des nouvelles techniques. En fait, on sait hein, que les services des villes sont souvent limités en moyens humains et que quelquefois ces ouvrages qui sont plus vertueux en termes de préservation de la ressource, de création de plus de confort dans la ville, il s'agit vraiment de faire baisser la température, de rendre nos villes plus vivables. Tout ça, ça a aussi un coût, donc un coût d'entretien en moyens humains et un coût budgétaire quand on les met en œuvre. Donc on sait que c'est vraiment compliqué. En tout cas, c'est un travail qui doit se faire accompagner. Et ça vaut le coup souvent de regarder ce qui se passe ailleurs, hein, d'aller visiter des projets qui fonctionnent avec des techniques un petit peu nouvelles, de sortir finalement, de tenter de sortir d'habitudes et d'essayer souvent en fait le partage d'expérience est plus parlant et ça vaut le coup de s'engager dans quelque chose de nouveau, en sachant que il faut être accompagné et c'est vraiment des questions des choix qu'on arrive à faire collectivement. Alors, il y a une réaction aussi peut-être de Muriel. Et puis, il y a une dernière question, Marcus, si on a le temps aussi, très rapidement, concernant Casablanca. Est-ce que le fait d'acheminer l'eau par transfert du bassin de Debout vers les villes de Casablanca et de Rabat ne vient pas porter en fait atteinte à la biodiversité locale et donc transférer le problème? Alors, peut-être une réponse de Casablanca très rapide après la réaction de Muriel. Fouad, je te laisse prendre la parole, peut-être. Tu es plus spécialiste. Non, d'abord, Ingrid, peut-être Muriel laisse répondre. On laisse répondre Muriel, réagir. Et puis, je vous laisse répondre Casablanca très rapidement. Okay. Parce qu'on est dans les temps, là, vraiment. Merci. Très rapidement, donc oui, pour compléter ce que Estelle disait, c'est vrai qu'il y a des postures aussi méthodologiques à trouver du point de vue des sciences impliquées. Et en l'occurrence, d'avoir des panels aussi plus larges maintenant de consortium entre praticiens et chercheurs dans des recherches exploratoires, ça me semble un point assez déterminant, notamment par rapport au coût d'études et puis aux expertises aussi qui sont dans les milieux universitaires et qui travaillent main dans la main avec ce savoir des experts opérationnels. Donc ça me semble un point intéressant en termes de leçons maintenant du point de vue méthodologique et qui nous permet en particulier aussi de caractériser les territoires d'action dans lesquels on est. Parce qu'on a vu là, avec tous les territoires et les cas d'études présentés, toutes les logiques sont bien sûr inhérentes à des situations géographiques, politiques et aussi opérationnelles. Donc en l'occurrence, voilà, d'avoir ces savoirs pluriels réunis pour d'une part caractériser et aider après dans des scénarios de développement, ça c'est important, la question de l'interdisciplinarité. Deuxième point qui me semble important, c'est ce que disait Estelle, c'est la question de l'agilité aussi, notamment par rapport aux maîtrises d'ouvrage, en quelle mesure elles sont en capacité de gérer ces ouvrages qui sont coûteux et en l'occurrence de monter, de greffer des dispositifs agiles avec les maîtres d'œuvre. Ça, c'est aussi un point saillant pour pérenniser, en tous les cas, les dispositifs techniques qui sont mis en place. Et le troisième point a plus trait, lui, au dispositif en place, c'est-à-dire qu'on
il y a beaucoup de dispositifs dont on connaît les limites, les ressources et les apports. Et en l'occurrence, on se rend compte qu'on se retrouve beaucoup autour de dispositifs très pragmatiques qui ont déjà été éprouvés sur d'autres territoires d'action. Donc, les réutiliser, utiliser de manière très pragmatique ces dispositifs de pleine terre, d'infiltration des eaux, enfin tout ce qu'on connaît, ça permet effectivement… Merci Muriel. Excuse-moi, je dois couper un peu court à la discussion, même si elle est très, très intéressante, pour laisser quand même encore le temps à Alain pour faire la synthèse, qui va être très intéressante vu des présentations très différentes. Alain, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation à conclure ce webinaire très, très intéressant, très riche. Alors, je suis physicien du sous-sol, je suis hydrogéologue et je vais apporter mon éclairage par rapport aux effets du changement climatique, par rapport à ces questionnements territoriaux. Vous l'avez compris, le changement climatique va impacter le fonctionnement du grand cycle de l'eau sur l'ensemble des territoires que nous avons partagés ensemble. Et ça, que ce soit pour des territoires fortement urbanisés, dans des pays industrialisés ou en développement, en contexte climatique tempéré ou en contexte climatique aride à semi-aride. Alors, ça a été abordé par les différents intervenants. Mes collègues ont présenté ces modifications qui vont impacter quoi? Certainement nos habitudes de vie, nos habitudes d'aménagement. Vous êtes un collège d'aménageurs et c'est très important. Aménagement de nos territoires, mais également les habitudes de gestion et les habitudes d'usage. Tout ça va être touché. La ville de Lyon, on l'a vu, ça a été présenté, s'est installée sur une zone inondable, il faut appeler un chat, avant des travaux d'assèchement. Alors, ça a privé le fleuve d'une importante partie de zone d'expansion de crues. Actuellement, une fabrication d'une nouvelle continuité écologique et hydrique d'un quartier vise à redonner sa double fonction de support pour espaces verts, mais également des fonctions de transfert hydrique au profit de la nappe et des espaces plantés. Et ça, c'est un gain. On regagne, on va dire, en fonctionnalité par rapport à ce sur quoi nos villes et nous vivons, nous sommes installés, à savoir le sol. Par rapport à la plaine du Loup à Lausanne, la ville s'est installée bien sûr sur des versants, alors versants relativement pentus, ça a été présenté. On a des dispositifs d'habitabilité de quartier qui sont sur ces structures étagées avec des réseaux hydrographiques. Et ce sont ces réseaux hydrographiques et leurs régimes hydrauliques qui ont des fonctionnements différenciés, qui jouent ou pas le rôle d'îlots de relais de fraîcheur dans ces zones urbaines. Alors, c'est bien entendu, ces îlots de fraîcheur sont directement reliés avec la présence d'eau et il y a des sites qui sont en train d'être transformés, mutés, le mot a été utilisé, pour bénéficier via des eaux pluviales d'une ingénierie écologique pour favoriser la présence d'îlots de fraîcheur. C'est un nouveau mot, maintenant on va vers des îlots de fraîcheur, sachant que le changement climatique nous amène vers une chaleur généralisée. Alors, ces eaux sont de deux types, des eaux de ruissellement ou des eaux usées. Et du coup, on a effectivement une illustration d'une ville éponge qui va garder son eau au lieu de la rejeter. J'y reviendrai dans ma conclusion. Plus au sud, le territoire de Casablanca a montré, on va dire, une gestion d'une future mégapole sous un climat aride à semi-aride. Et maintenant, c'est un facteur de développement. L'eau est véritablement le facteur de développement dont il faut tenir compte. Et pour ce faire, la ville fait appel à des ressources conventionnelles, mais également non conventionnelles. Il a été évoqué, bien entendu, le retraitement d'eau et la désalinisation d'eau de mer. Donc, l'AEP a été, on va dire, assurée via du transfert d'eau de régions plus au nord. Le rejet des eaux usées en mer, maintenant, s'envisage non plus comme un point de rejet ou on va dire un déchet, mais comme une ressource potentielle pour des usages à haute valeur ajoutée. Donc, le dessalement d'eau de mer, je l'ai dit, le transfert via les bassins versants du Nord, la réhute. L'agriculture urbaine également est un potentiel de développement avec ce collier vert, et non plus cette ceinture verte, mais ce collier vert productif inséré dans la ville avec une multivalorisation des ressources en eau et un multi-usage
le plus efficace possible. En conclusion, si vous me permettez, de ma vision de géologue et d'hydrogéologue, l'histoire humaine s'est construite autour d'une maîtrise de plus en plus fine du drainage de nos territoires. L'histoire humaine a maîtrisé les flux, et notamment les flux d'eau de surface. Ça fait plusieurs millénaires maintenant que notre action s'est donc centrée sur une efficacité du drainage de nos territoires, de nos terres. Drainage et efficacité d'un drainage qui se traduit par une accélération de ce qu'on appelle la partie continentale du grand cycle de l'eau. Alors, cette évolution, cette accélération du grand cycle de l'eau, elle est d'autant plus visible que le changement climatique, dans la modification des précipitations et notamment la distribution temporelle des précipitations qu'il va nous imposer ou qu'il a commencé à nous imposer, rend encore plus visible cette efficacité de notre drainage de nos territoires. Et en fait, notre ingénierie que nous avons déployée depuis plusieurs millénaires, mais surtout depuis quelques siècles, nous sommes en train de l'envisager comme étant un effet négatif, alors qu'on l'avait imaginé et pensé pour un effet, bien entendu, positif. Donc, des territoires se retrouvent maintenant asséchés, et je mets des guillemets, bien entendu, par des infrastructures et des aménagements humains, nos propres aménagements, nos propres effets. La ville ou les zones urbaines, on va dire au sens plus large, apparaissent comme des territoires où les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles et seront d'autant plus ressentis, notamment par les îlots de chaleur de surface, mais également souterrains, puisqu'on a maintenant la démonstration que le transfert de chaleur se fait également sur le souterrain. Donc, un changement majeur d'orientation de nos habitudes d'ingénierie, de nos habitudes d'aménagement et sur l'ensemble de nos territoires est en train d'être visible, de s'opérer, et les acteurs qui vous ont présenté, on va dire, ces résultats sont des acteurs, on va dire, potentiels dans cette évolution. L'eau était à la base une ressource, puis elle est devenue un déchet, nous l'avons traitée comme un risque. Et ça, c'est pour le même fluide. Je pense que nous sommes en train de vivre, on va dire, une charnière où l'eau, quelle que soit sa forme, usée, utilisée, avec des fuites, salée, pas salée, est en train de redevenir, et avec une prépondérance sur la ressource, et que nous avons maintenant une ardente obligation de traiter ce fluide, on va dire, plus comme une ressource que plus que pour un danger, sans bien entendu neutraliser les effets dangereux ou les effets de déchets. Et j'en conclurai, si vous me permettez, par juste une phrase. Attention aux a priori lorsqu'on fait de l'aménagement du territoire. Attention également à la tentation de transposition. Ça a été évoqué tout à l'heure par un de mes collègues. Ce n'est pas parce qu'une expérience a abouti sur un territoire qu'elle est directement transposable sur une autre. Il faut bien entendu l'accompagner, il faut bien entendu s'adapter, adapter cette solution et regarder si elle est adaptable aux propriétés physiques locales du territoire en question et surtout aux choix politiques et aux stratégies des habitants de ce même territoire. Sans on va dire, cet ensemble de propriétés qui vont converger vers un même état, la solution d'ingénierie environnementale qui sera choisie ou la solution d'aménagement du territoire sera vouée à l'échec. Donc, on est maintenant engagé vers une réussite quasi obligatoire et c'est l'ensemble de ces paramètres qu'il faut maintenant envisager. Voilà, cher Marcus, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain, pour cette synthèse qui nous rappelle en fait le cycle de l'eau éternel entre ressources, déchets et risques que tu as très bien présenté avec les éléments des trois présentations et aussi et surtout cette attention à porter à la transposition directe où il faut maintenant chaque fois en fait se rappeler qu'une mission doit absolument prendre le contexte local. Donc, avant de passer la parole à Ingrid Nappi pour le mot de la fin de ces trois webinaires, je voudrais très chaleureusement remercier tous nos panélistes qui ont pris le temps de présenter dans le temps imparti avec une maîtrise parfaite les cas qui sont très divers et dont on pourrait parler très très longuement. Ça a vraiment fait la richesse de ce troisième webinaire. Merci aussi à tous les participants qui ont pris le temps
de nous écouter et de participer jusqu'à la fin. Et merci finalement à Ingrid Nappi, ma collègue, avec laquelle nous avons étroitement travaillé pour le montage de ces webinaires. Donc, Ingrid, veux-tu faire le mot de la fin? Merci Marcus, merci également à tous les panélistes et les spectateurs. Un petit mot de la fin pour clôturer cette série de 3 webinaires, pour vous dire qu'ils seront, et à la demande d'un auditeur, ils seront en ligne à la fin de la semaine ou début de semaine prochaine sur 3 sites, Habitat en francophonie, l'AIMF et l'Institut Louis Bachelier. Donc vous retrouverez l'intégralité de ces 3 webinaires, ainsi qu'une synthèse de ces 3 webinaires qui sera disponible courant du mois de septembre. Voilà, je remercie également toute l'équipe de l'Institut Louis Bachelier et en particulier Max Bruel qui nous a assistés pour ces 3 webinaires et qui prendra contact également avec vous prochainement pour les synthèses. Merci à tous.